Bonsoir, où que vous soyez en train d'écouter, et bienvenue dans ce podcast audio qui raconte l'histoire de Hisashi Uchi. Alors mettez vos écouteurs, tamisez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire. En 1999, l'ouvrier nucléaire japonais Hisashi Uchi et ses collègues ont fait une erreur à l'usine de conversion de combustible nucléaire de Tokaimura. Cette erreur allait conduire Hisashi Uchi à rester alité et incapable de bouger pendant 83 jours, durant lesquels il allait endurer une série écœurante de blessures et de maladies de plus en plus douloureuses, provoquant la décomposition progressive de son corps alors qu'il était encore en vie, le laissant dans une douleur et une souffrance constantes et atroces. Voici son histoire. Le matin du 30 septembre, 3 techniciens nucléaires japonais nommés Hisashi Uchi, Yutaka Yokokawa et Masato Shinohara sont arrivés à l'usine de conversion de combustible nucléaire JCO à Tokaimura pour leur journée de travail. L'usine JCO n'était pas une centrale de production d'électricité, mais plutôt une installation qui fabriquait les barres de combustible pour d'autres centrales électriques. Ils faisaient cela par un processus de conversion de l'hexafluorure d'uranium en dioxyde d'uranium. Il s'agissait du premier lot de combustible de l'usine de Tokaimura en 3 ans. En conséquence, il n'y avait pas de personnel spécialement formé pour ce rôle, et les techniciens disponibles ce jour-là étaient ceux qui remplissaient cette fonction. La procédure approuvée pour fabriquer ce combustible consiste à dissoudre la poudre d'uranium dans de l'acide nitrique dans le réservoir de dissolution. Ce mélange pur est ensuite pompé dans un réservoir de stockage beaucoup plus haut appelé réservoir tampon. Il serait ensuite transféré lentement dans un grand réservoir de précipitation pour y être mélangé mécaniquement. La forme cylindrique haute du réservoir tampon et le mauvais mélange du combustible empêchaient peu d'atteindre la criticité. Cette conception visait à contrôler le flux du mélange dans le grand réservoir de précipitation pour éviter la criticité lors de l'agitation mécanique. Une enveloppe de refroidissement à eau entourait le réservoir de précipitation pour évacuer la chaleur produite par l'agitation, empêchant ainsi le mélange d'atteindre la criticité lors de la réaction exothermique. La poudre d'uranium approuvée pour ce procédé était concentrée à 5%. 3 ans avant cette date, la société JCO avait modifié la procédure officielle afin que la solution de nitrate d'uranium puisse être préparée à la main dans des seaux en acier inoxydable, plutôt que de placer les ingrédients dans le réservoir de dissolution. C'était illégal et contre les règles, mais il n'y a jamais eu d'accident grâce à la faible concentration d'uranium utilisée. À leur arrivée, les 3 ouvriers ont constaté que l'installation avait déjà 2 jours de retard sur la livraison des barres de combustible nucléaire à fabriquer. L'entreprise a mis la pression sur le personnel pour terminer la procédure le plus rapidement possible, et les techniciens ont donc modifié la procédure encore davantage. Ils mélangeaient maintenant la solution de nitrate d'uranyle dans des seaux en acier et la versaient directement dans le grand réservoir de précipitation. Ils utilisaient également une concentration d'uranium bien plus élevée que quiconque auparavant, à environ 18,8% soit plus, du double de la concentration recommandée. Ils faisaient cela pour produire le combustible le plus vite possible. Vers 10h35, après que le réservoir de précipitation ait atteint 40 litres de solution de nitrate d'uranyle hautement concentrée, l'alarme de radiation s'est déclenchée et les 3 ouvriers ont rapporté avoir vu un éclair bleu alors que le rayonnement Cherenkov signalait dès que le mélange produisait suffisamment de chaleur pour démarrer une réaction en chaîne nucléaire auto-entretenue et émettait des salves de rayonnement gamma et de neutrons. Uchi a reçu la dose de radiation la plus élevée, son corps étant appuyé contre le réservoir pour aider à verser, tandis que Shinohara, debout sur une plateforme, a reçu la 2e dose la plus importante. Yokokawa, assis à un bureau à quelques mètres, a reçu la dose de radiation la plus faible. La limite internationale d'exposition annuelle aux radiations est de 20 MSV par personne. La dose considérée comme mortelle est de 5000 MSV. Uchi a reçu 17 mal MSV de radiation, soit 3 fois la dose considérée comme mortelle. Shinohara a reçu 1000 et Yokokawa a reçu 3000. Presque immédiatement,
Uchi et Shinohara ont ressenti des vagues de douleur et de nausées, et tous deux avaient vraiment du mal à respirer. Et les 3 hommes se sont enfuis dans un vestiaire voisin où Uchi a vomi et s'est évanoui. Les 3 hommes ont été hospitalisés, Uchi et Shinohara, les plus irradiés, étant transférés à l'hôpital de l'université de Tokyo pour ses équipements modernes, son personnel qualifié et ses traitements avancés. Plus tard, lorsque les infirmières ont soigné Uchi pour la première fois, elles n'ont pas cru qu'il avait reçu une dose mortelle de radiation. Il avait l'air légèrement rougeâtre, comme s'il avait un léger coup de soleil, et ne présentait aucun symptôme évident à l'exception d'une main légèrement rouge et enflée. Il était également alerte, bavard et amical. L'une des infirmières a même commenté qu'elle pensait qu'il pourrait rentrer chez lui ce jour-là. Ce n'est qu'après le retour des résultats des tests que le véritable problème a été révélé. Le corps humain fonctionne grâce à divers types de cellules éliminées ou excrétées, puis remplacées par de nouvelles. Nos chromosomes contenaient les instructions pour la réplication de tous les types de cellules. Ces instructions sont incroyablement importantes, car la réplication cellulaire est impossible sans elles. En examinant les analyses d'Oishi, les médecins ont saisi la gravité du problème. Les chromosomes normaux peuvent être classés et identifiés assez facilement, mais les chromosomes d'Oishi avaient été décimés par les radiations, les laissant désorganisés, mal formés, mutés et, dans certains cas, fusionnés entre eux, Les radiations avaient littéralement déchiré son acide désoxyribonucléique et l'avaient embrouillé au point que les instructions cellulaires n'étaient plus utilisables dans son corps. Bien que son corps ne puisse plus créer de cellules, il avait encore des cellules produites avant que les radiations ne détruisent ses chromosomes, expliquant son apparence saine. Lorsque cette réserve de cellules serait épuisée, le véritable cauchemar d'Uchi commencerait. Le taux de globules blancs d'Uchi a chuté à 10% de ce qui est considéré comme normal et sain, le rendant incroyablement vulnérable aux infections virales et bactériennes. Pour l'éviter, il a été mis en chambre stérile. Le docteur Mayakawa était le médecin responsable de l'équipe qui allait tenter de sauver la vie d'Uchi. Leur priorité principale était l'incapacité d'Uchi à produire de nouvelles cellules. Sans cela, sauver la vie d'Uchi serait impossible. Après discussion, le docteur Mayakawa a proposé d'essayer une nouvelle procédure expérimentale, la transplantation de cellules souches du sang périphérique. Procédure où des cellules souches saines sont prélevées chez un donneur, puis injectées au patient par voie intraveineuse. Les cellules migrent vers la moelle osseuse, remplacent les cellules endommagées et permettent la production de nouvelles cellules saines. Le seul problème était que le donneur devait être compatible avec Uchi, alors ils ont commencé à tester des donneurs potentiels. Heureusement pour Uchi, sa sœur était parfaitement compatible, alors des cellules saines ont été prélevées chez elle et lui ont été administrées par perfusion intraveineuse. Il faudrait attendre 10 jours avant que l'équipe sache si le traitement fonctionnait. Sachant que les chances de succès étaient faibles et que la famille risquait de s'accrocher à de minces espoirs, le docteur Mayakawa a autorisé des visites quotidiennes, espérant que voir le déclin rapide d'Uchi les aiderait à accepter la réalité. Il a également dit à la femme d'Uchi qu'il était très probable que son mari allait aller beaucoup plus mal. Uchi semblait nier ou ignorer son état, puisqu'il a demandé à l'infirmière « Quand on est exposé à des radiations comme ça, y a-t-il un risque de leucémie ou autre ?» Cela montrait qu'il ne comprenait pas qu'il était très peu probable qu'il vive assez longtemps pour que la leucémie le tue, même s'il en développait une. Au cours des jours suivants, Uchi allait se détériorer à mesure que ses réserves de cellules cutanées s'épuisaient rapidement. Sa peau, devenue moins élastique et solide, se détachait par morceaux. Le personnel constatait que retirer le ruban médical arrachait aussi de larges morceaux de la peau d'Uchi. Le médecin a alors cessé d'utiliser du ruban médical sur sa peau. Parfois, Uchi peinait à respirer à cause d'une accumulation de liquide dans ses poumons. L'équipe a envisagé de le placer sous respirateur, mais après l'avoir vu dire à sa femme combien il l'aimait, ils ont décidé d'attendre et de leur permettre d'avoir plus de temps pour se parler. Cependant, cela ne dura pas longtemps, car le lendemain, Uchi ne pouvait plus respirer et il fut intubé et placé sous assistance respiratoire. Bien que personne ne sache vraiment ce qui allait arriver à Uchi, le personnel comprenait qu'il avait peu de chances de survivre et qu'il risquait fort de se détériorer.
La famille lui rendait visite chaque jour et, selon la tradition japonaise, pliait des grues en papier. Il voulait déposer une grue en papier à son chevet, mais le risque d'infection était trop élevé. Selon la légende japonaise, on dit que la personne qui plie 1000 grues en papier verra son vœu exaucé ou recevra des dieux une longue vie et la guérison. Alors, chaque jour, la famille pliait des grues en papier dans l'espoir d'en faire 1000 pour sauver leur père et mari. 10 jours après qu'Uchi a reçu les cellules souches de sa sœur, les résultats des tests sont arrivés et le docteur Mayakawa a organisé une réunion pour en parler. Tout le monde espérait voir les chromosomes de sa sœur vivre à l'intérieur de ses cellules sanguines. Et en regardant au microscope ces cellules sanguines, ils ont vu 2 points rouges, ce qui signifiait que les cellules de sa sœur étaient vivantes et en bonne santé. Uchi était la première personne au monde à recevoir ce traitement et cela avait fonctionné. Dans les jours suivants, ces globules blancs augmentèrent jusqu'à la normale, réduisant fortement le risque d'infection. Seulement 7 jours plus tard, la peau d'Uchi recommença à se détériorer et une endoscopie des intestins d'Uchi confirma la pire crainte du docteur Mayakawa. Les muqueuses d'Uchi étaient devenues blanches et s'affaissaient, ce qui indiquait qu'elles étaient mortes. Les muqueuses roses absorbent les nutriments et liquides des aliments et boissons que nous consommons. Cela signifiait qu'Uchi ne pourrait pas retenir l'eau et les nutriments. À ce stade, Uchi était devenu hostile envers le personnel et disait qu'il voulait simplement rentrer chez lui. Dans une tentative d'obtenir des réponses, l'équipe a de nouveau examiné le sang d'Uchi. Cette fois, au lieu de voir des cellules saines, ils ont vu des cellules mutées qui avaient été corrompues par les radiations. Le corps d'Uchi avait absorbé tant de radiations de neutrons que cela avait endommagé les cellules transplantées de sa sœur. L'équipe médicale et la famille d'Uchi étaient dévastées. Peu après, Uchi a ressenti des douleurs et des troubles digestifs, son corps évacuant 3 litres de diarrhée par jour. Après 3 semaines, ses intestins ont commencé à saigner à l'endroit où la muqueuse était morte et s'était détachée. Des transfusions sanguines ont vite été nécessaires pour Uchi. Certains jours, Uchi recevait jusqu'à 10 transfusions en une seule journée. L'équipe a essayé divers médicaments pour atténuer certains symptômes, mais aucun ne restait assez longtemps dans son organisme à cause de la diarrhée et des saignements. Uchi a été transféré dans un lit spécialisé pour patients critiques, inclinable pour améliorer la circulation sanguine et prévenir les escarres. Après la chute de la peau d'Uchi, il a rapidement perdu des liquides. Il perdait près de 10 litres de liquide corporel par jour, remplacés par des perfusions intraveineuses. Pour préserver les rares couches de peau restantes d'Uchi, le personnel médical a enveloppé presque tout son corps de bandages, espérant ainsi maintenir la peau et retenir les liquides. Mais cela n'a pas aidé. Sa peau suintante et sanguinolente exsudait abondamment, et les bandages ont été complètement imbibés de sang et de liquide en seulement quelques heures. Ses paupières presque tombées rendaient l'œil d'Uchi sec et sanguinolent. En raison de sa douleur, il recevait de fortes doses de narcotiques pour dormir et se soulager. Le docteur Mayakawa a expliqué à la famille d'Uchi qu'il était peu probable qu'il s'améliore et qu'il risquait d'empirer. La famille lui a demandé de faire tout ce qu'il pouvait, mais la seule chose qui lui restait à essayer était les greffes de peau massives à partir de peau cultivée en laboratoire. Le docteur Mayakawa espérait que si la greffe de peau prenait, cela l'aiderait à retenir ses liquides et leur donnerait du temps pour trouver d'autres moyens de l'aider. En raison de l'importante perte de liquide par les zones exposées, les greffes de peau n'adhéreront pas et tomberont rapidement. À l'exception de la courte période où la transplantation cellulaire avait fonctionné, tout le reste avait échoué et il ne restait plus aucune option. Le personnel de l'hôpital a admis qu'il n'y avait plus rien à faire pour aider Uchi. Cela faisait 2 mois qu'Uchi avait été admis pour la première fois. Il avait subi des transfusions sanguines répétées, des greffes de peau. Il avait reçu des greffes de cellules souches. Il respirait à l'aide d'un respirateur artificiel. Sa peau avait littéralement pourri et s'était détachée de son corps. Ses yeux ne pouvaient pas se fermer, même lorsqu'il dormait, car il n'avait pas de paupières. Il saignait des intestins et souffrait constamment. Mais il était vivant. La perte massive de sang et les transfusions répétées avaient un effet secondaire.
Le cœur d'Uchi battait à plus de 120 battements par minute. Le stress sur son muscle cardiaque était immense. Et puis il s'est arrêté. En l'absence d'une ordonnance de non-réanimation, l'équipe médicale était légalement tenue de faire tout son possible pour le ramener à la vie. Ils ont donc vite fait un massage cardiaque. Son cœur a brièvement recommencé à battre, puis s'est arrêté. L'équipe a administré des médicaments cardiotoniques pour les aider et, après 3 arrêts et redémarrage, le cœur est revenu à un rythme régulier mais très rapide. Les arrêts et redémarrages du cœur d'Uchi ont nui à son cerveau et ses reins, dont le fonctionnement déclinait. Lorsque la famille d'Uchi l'appelait, il ne réagissait plus du tout et il dépendait entièrement des appareils médicaux pour survivre. Alors que la famille d'Uchi espérait encore, son corps disait le contraire. Les cellules immunitaires d'Uchi étaient bien devenues anormales et attaquaient dans les rares globules blancs sains qui lui restaient en it. En très peu de temps, il ne lui restait plus aucun globule blanc. Même un simple rhume l'aurait tué en quelques heures. La 81e nuit après l'admission d'Hisashi Uchi, le docteur Maekawa a réuni les membres de la famille dans une salle de visite et leur a conseillé que Hisashi Uchi ne pouvait pas être sauvé et que, si son cœur s'arrêtait à nouveau, il ne devait pas être réanimé. Sa femme et son fils ont pleuré à son chevet. Le 83e jour, la femme et le fils d'Uchi lui ont rendu visite. Le personnel médical a retiré la gaze de son visage pour qu'il le voie une dernière fois. Et puis, lors de la 83e nuit du combat brutal de Hisashio Uchi pour sa vie, son cœur s'est arrêté et il était décédé. Voilà donc l'histoire de Hisashi Uchi. Toutes les histoires qui seront présentées dans ces podcasts audio uniquement sont celles que j'ai déjà publiées, généralement il y a longtemps, ce qui m'offre l'avantage du recul et la possibilité de répondre aux questions que les gens ont pu laisser sur ces vidéos dans le passé et d'en discuter plus en détail. Tout d'abord, beaucoup de personnes dans les commentaires ont été persuadées ou influencées de par d'autres vidéos et articles sur ce sujet, publiés avant ma vidéo, qui ont injustement présenté le personnel médical comme étant malveillant. Et maintenant, Hisashi Uchi en vit contre sa volonté afin d'expérimenter sur lui, ce qui est absolument faux. Les informations de ma vidéo proviennent de plusieurs mois de recherche sur les dossiers médicaux de Hisashi Uchi et d'un excellent documentaire japonais que j'ai trouvé dans lequel ils ont effectivement interviewé certaines des personnes impliquées. Quelques extraits vocaux de ce documentaire figurent d'ailleurs dans la vidéo complète sur ma chaîne si cela vous intéresse, et j'ai également mis le lien dans la description. Ces membres du personnel médical n'étaient pas malveillants. Leur métier était de sauver des vies du mieux possible. Et ils croyaient sincèrement que tenter la greffe de cellules souches pourrait fonctionner. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils ont dit à la famille que cela ne marcherait pas. Donc il est injuste de les qualifier de méchants parce qu'ils ne l'étaient vraiment pas. Et si vous regardez les interviews avec eux, certains d'entre eux ont été assez gravement marqués mentalement par l'incident, même bien plus tard. Deuxièmement, lorsque vous voyez des gens parler de cette histoire et de cette affaire en particulier, ils citent ou font souvent référence à une photographie d'un homme enveloppé de bandages, les bras et les jambes surélevés dans les airs, dans un état assez horrible. Si vous cherchez Hisashi Uchi sur Google, vous verrez aussitôt la photo dont je parle. Ils diront que c'est une photo d'Uchi, mais ce n'est pas le cas. J'ai mis du temps à trouver la source de cette photo, mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas Uchi, car si vous regardez sa jambe droite, elle est levée dans les airs. Le pied a été amputé de la jambe, alors qu'Uchi n'a subi aucune amputation. J'ai donc vite su que ce n'était pas lui, mais il m'a tout de même fallu du temps pour trouver la source de cette photo. Et en fait, elle provient d'un manuel médical d'un hôpital de Chicago dans les années 1970 qui explique comment traiter les victimes de brûlures graves, ce qui explique aussi pourquoi il est dans l'état horrible dans lequel il se trouve. Une autre question ou remarque que l'on me pose souvent à propos de la vidéo est de savoir comment le cœur de Hisashi Uchi reste aussi fort malgré la quantité massive de radiation qu'il a reçue.
Je ne m'attends pas à ce que la personne moyenne le sache, mais si vous travaillez dans un domaine lié à la radiographie ou à la radiologie, alors vous savez en fait que le tissu cardiaque est vraiment radio-insensible. Il n'absorbe pas facilement les radiations. En fait, il est très radio-résistant, c'est pourquoi le tissu cardiaque dans le cas d'Uchi était encore pratiquement en parfait état, malgré le fait d'avoir reçu l'une des doses de radiation les plus élevées de l'histoire. Cela m'amène au deuxième point souvent évoqué sous la vidéo principale, le titre « La personne la plus radioactive de l'histoire ». Ce n'est pas le cas, certaines personnes ont reçu des doses de radiation plus élevées, et même la façon dont j'ai formulé le titre « La personne la plus radioactive de l'histoire » est incorrecte parce que « radioactive » suggérerait que vous émettez des radiations, pas que vous en avez reçu. Bien que Hisashi Uchi ait émis un peu de radiation car ses os sont absorbés des radiations de neutrons, il n'a pas été prouvé que ces radiations peuvent traverser des objets inanimés et les rendre radioactifs. Ce n'est pas très courant et cela nécessite d'énormes doses de radiation de neutrons, mais je pense que ces deux choses s'appliquent vraiment dans le cas d'Uchi. Beaucoup de gens commentent aussi sur le fait que la famille a été cruelle de le maintenir en vie, et je trouve cela très injuste. Je pense que ceux qui ne comprennent pas vraiment le niveau de chagrin qu'ils traversaient sont probablement des personnes qui n'ont jamais souffert de deuil eux-mêmes, car cela vous rend très désespéré et vous fait vous accrocher au moindre espoir, aussi improbable soit-il. Je ne blâme donc pas la famille d'avoir demandé au médecin de tout faire pour le sauver, même si cela lui a causé une douleur temporaire, car au fond, ils espéraient que leur décision lui sauverait la vie. Ils ignoraient que la situation empirerait autant. Personne ne le savait vraiment. Vous savez, ce genre d'absorption massive de radiation était quelque chose qui n'était pas vraiment bien compris ou bien connu en dehors de l'Union soviétique, et l'Union soviétique a mené beaucoup d'expériences avec les radiations sur des personnes. Certaines de ces expériences étaient dans le cas d'une cruauté insensée. Il y a un très bon documentaire à ce sujet sur YouTube quelque part, mais ils ont gardé tout ça secret. Le reste du monde connaissait bien moins les effets des radiations que l'Union soviétique. Le gouvernement là-bas a vraiment gardé tout cela classifié. Donc lorsque Uchi a été admis avec cet empoisonnement aux radiations, c'était vraiment unique. Les gens n'avaient jamais vécu cela auparavant. Donc beaucoup des décisions qu'ils ont prises étaient simplement les meilleures options possibles compte tenu des choix disponibles à l'époque. Donc je trouve vraiment que c'est irrespectueux envers le personnel, sa famille et lui-même, lorsque les gens essaient un coup de dépeindre ce tableau inexact d'un homme retenu contre sa volonté pour être utilisé comme cobaye par des médecins maléfiques, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Je veux dire, même dans l'histoire, je le montre dans la vidéo, mais évidemment, vous ne pouvez pas l'entendre dans la version podcast. Il y a une partie du documentaire japonais, original que j'ai incluse, qui montre qu'ils ont noté tous les commentaires de Hisashi Uchi pendant qu'il le soignait. Et beaucoup de gens disent toujours qu'il a supplié de mourir. Ce n'est pas vrai, il a supplié qu'on arrête. Il ne suppliait pas de mourir. Quand il disait « faites que ça s'arrête », il voulait que la douleur cesse, pas qu'on le tue. Il ne disait pas qu'il voulait mourir. À plusieurs reprises pendant tout son traitement, vous savez, il voulait rester avec sa famille. Il voulait rester proche de sa famille. Je doute qu'un homme aussi attaché à sa famille dirait simplement « Oh, tuez-moi ». Encore une fois, les gens affirment cela sans fondement. Il faut admettre que ce n'était pas un sujet facile à étudier. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu environ 6 mois pour faire des recherches sur ce sujet et obtenir les informations que j'ai trouvées. Donc, si quelqu'un ne connaissait pas les informations que je connaissais, je peux tout à fait comprendre parce que j'ai trouvé beaucoup de choses dans des archives de presse japonaises, dans un documentaire japonais et sur des sites web japonais. J'ai trouvé très peu d'informations sur des sites occidentaux, donc ce n'était pas facile à trouver. Mais maintenant que je vous ai donné ces informations et que je les ai aussi montrées dans les Super Hope, dans la thumb vidéo, ce n'est pas comme si je les avais inventées. Je vous ai montré les sources. Je voudrais que les gens cessent de répéter cette histoire de médecin maléfique qui expérimente sur quelqu'un, car ce n'est pas vrai. C'est une histoire horrible et tragique de quelqu'un qui a été abandonné, entre autres, par la gouvernance d'entreprise
et que la science médicale a tout fait pour sauver. Malheureusement, les outils et connaissances de l'époque ne suffisaient pas à lui sauver la vie. Mais sa souffrance n'était pas vaine. Tout cela visait à essayer de le sauver et de le renvoyer auprès de sa famille. J'espère que cette version de l'histoire a été assez convaincante pour convaincre. Susciter votre intérêt et retenir votre attention. Et je vous retrouverai très bientôt pour un autre de ces podcasts. Ce podcast a été principalement réalisé pour satisfaire une seule personne. Donc si tu écoutes, j'espère vraiment que ça t'a plu.